Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier rendez-vous de la série de webinaires organisée par le Pôle académique de Namur, qu'on a intitulé Voyage au pays des prérequis. Je suis ravie que vous soyez là pour écouter les témoignages des enseignants du jour et échanger ensemble par rapport à aujourd'hui la manière de travailler concrètement les prérequis en organisant des remédiations en situation authentique directement en lien avec les disciplines et la pratique professionnelle future des étudiants. Faisons un petit retour au programme de ce voyage qu'on a fait. On arrive à la fin, en tout cas cette année. Juste pour vous rappeler que les 3 premiers webinaires qui ont été organisés en mars et en avril ont été enregistrés. Les enregistrements sont disponibles sur notre site, donc vous pouvez aller les voir ou revoir. Et aujourd'hui, on abordera donc cette thématique du travail des prérequis en situation authentique avec Fanny Boraïta et Eric Frins. Avant de passer à la présentation de ces intervenants, je me permets juste de vous parler rapidement d'un autre événement que le pôle de Namur organisera jeudi prochain, le 19 mai. C'est la journée pédagogique annuelle qui traitera cette année du développement des soft skills chez les étudiants. Et donc, vous pouvez y participer en présentiel ou à distance. Les deux modalités sont possibles. Mais si vous souhaitez vous inscrire en présentiel, ne tardez pas. On clôture les inscriptions en présentiel ce vendredi. Je vous mettrai les liens dans le chat juste après pour pouvoir vous inscrire, si ce n'est pas encore fait. Alors, au programme du webinaire aujourd'hui, en fait, la question qu'on a posée aux deux intervenants, c'est comment finalement préparer des remédiations qui portent sur des prérequis indispensables en situation authentique pour leur donner du sens. Et donc, dans un premier temps, Fanny, qui est coordinatrice pédagogique en faculté d'informatique à l'UNAMUR, présentera comment travailler les stratégies de compréhension et de rédaction dans des cours de programmation en bachelier en informatique. Voilà, le dispositif en question est notamment mis en place pour accompagner les étudiants de la faculté d'informatique à la suite des résultats obtenus au passeport pour le bac, qui est en fait le passeport pour le bac que Xavier Massard avait présenté lors du premier webinaire de cette série. Et Eric Frins, conseiller pédagogique à la Haute École de la province de Namur, présentera, lui, comment il a mis en place des remédiations en calcul de base dans un bachelier en soins infirmiers. À l'issue de chaque présentation, il y aura un temps de questions-réponses et d'échanges. En général, on fonctionnait avec des questions à poser dans le chat. On est peu nombreux aujourd'hui, donc si à un moment vous avez plutôt envie de lever la main pour poser une question oralement, c'est possible. Les deux modalités sont possibles. En tout cas, au niveau du chat, aujourd'hui, c'est Anne-Sophie Dewey de la Haute École Albert Jacquard qui va jouer le rôle de modérateur et prendre note des questions et les retransmettre aux intervenants si vous souhaitez poser les questions via le chat. Voilà, il me reste à vous remercier d'être présents. Merci encore aux membres du groupe de travail qui ont travaillé à la préparation de tous ces webinaires. Et voilà, notamment Anne-Sophie est là pour s'occuper du chat aujourd'hui. Tout grand merci à Fanny et Eric de se prêter au jeu. Et je laisse maintenant la place à Fanny. Bon webinaire à tous. Moi, je vais en effet donc vous présenter en fait le dispositif que l'on a mis en place à la faculté d'informatique, que j'ai intitulé Travailler les stratégies de compréhension et de rédaction dans des cours du bachelier en informatique. Donc moi, comme l'a dit Nathalie, je suis coordinatrice pédagogique à la faculté d'informatique de l'université de Namur. Donc c'est vrai que je coordonne le dispositif. Maintenant, ce n'est pas moi qui donne les séances aux étudiants. Donc on a un collaborateur donc, qui travaille. Et ce n'est pas moi non plus qui donne les cours de programmation dont je vais vous parler principalement aujourd'hui. Donc on est vraiment toute une équipe à travailler autour de ce dispositif. Donc par rapport au contexte dans lequel on est donc, comme je viens de vous le dire, à la faculté d'informatique à Namur pour les étudiants de Bac 1, qui représentent, on va dire, 90-100 étudiants. Et on se cadre aussi dans un dispositif d'aide à la réussite. Donc, comme l'a dit Nathalie, vous aviez Xavier Massard qui vous avait parlé donc, des passeports pour le bac. Donc, l'université propose vraiment aux étudiants primo-arrivants
de passer 2 passeports. On a un passeport en mathématiques et on a un passeport aussi en lecture et compréhension de textes universitaires. Donc, pour rappel, le passeport, on va, en tout cas dans tout ce qui est ici compréhension de textes universitaires, c'est permettre vraiment aux étudiants de faire le point sur l'état de certaines notions et compétences qui sont supposées acquises en secondaire et essayer d'y remédier pour aborder les cours à l'université avec le niveau attendu. Donc, bien souvent, c'est vrai que vous allez le voir, on se dit, moi, je suis étudiant en informatique, pourquoi est-ce que finalement on me propose ce passeport? Donc déjà, les étudiants sont quand même assez étonnés. Puis après, ils se rendent compte que finalement, tout ce qui est lecture et compréhension, c'est quand même hyper important dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le cursus qui va nous mener finalement à une future profession. Donc, suite à cela, on propose des séances de renforcement. Donc, d'une part, pour le passeport en mathématiques, des séances en mathématiques, mais on propose aussi les séances de renforcement dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, des séances de renforcement en compréhension et en rédaction de textes, qui sont des séances organisées durant le premier semestre, donc jusqu'au mois de décembre, à raison de 2 heures par semaine. Elles sont vraiment prévues dans leur horaire, donc c'est vraiment des séances qui ne se chevauchent pas, mais qui sont prévues vraiment dans les horaires de la journée. C'est des séances qui sont non obligatoires, puisqu'on cadre du coup avec ces aides à la réussite, et on a un titulaire spécifique. Donc en fait, le professeur qui vient donner ces séances n'est pas un professeur d'informatique, c'est vraiment un professeur de latin et de français qui donne cours en secondaire et donc qui vient uniquement pour donner ces séances. C'est vrai que c'est quand même un point assez important dans la mise en place de ce genre de dispositif. Alors, concrètement, quels sont finalement l'objectif de ces séances de renforcement en compréhension et en rédaction? Il y a vraiment 2 grands volets. Le premier volet, c'est d'abord de fournir simplement, de façon, on va dire, plus logique, un renforcement des stratégies de lecture et de compréhension de texte au sens large, et aussi de permettre aux étudiants d'exercer leurs compétences d'analyse de contenu divers et de développement de réponses, également de réponses diverses. Donc ça, c'est vraiment le côté, on va dire, compréhension-rédaction en langue française. Et après, on a vraiment ce deuxième volet qui permet finalement de donner du sens finalement à ces séances de renforcement. C'est vraiment de pouvoir confronter les étudiants à des supports concrets qui sont issus à la fois de leurs cours, mais aussi de la réalité de leur futur métier. Donc, on va vraiment les confronter à des supports, à des cas d'analyse pratique qui vont être issus de leur cursus, donc la première année, vraiment leur cursus de bloc 1, et de ce à quoi ils peuvent être confrontés quand ils seront, on va dire, informaticiens. Mais également aussi de prendre conscience de l'importance de la maîtrise de la compréhension, de l'analyse et de la rédaction pour des études en informatique, mais aussi dans le travail de l'informaticien, de manière évidemment générale. Alors, concrètement, ici, je vous ai repris un petit peu le programme. Donc, on est parti vraiment d'abord, comment est-ce qu'on l'a construit, d'une situation vraiment authentique qui était le projet de programmation. Donc, le projet de programmation, donc ici, c'est ce cours qui a quand même un cours à 10 crédits. Donc, c'est un des plus gros cours d'informatique qu'ils ont dans leur programme. C'est le premier cours vraiment où réellement ils vont être confrontés à la pratique finalement du métier, vu qu'ils vont devoir se mettre dans la peau d'un programmeur qui va développer vraiment un programme informatique pour répondre à la demande d'un client. Et on a vraiment articulé nos séances autour de ce projet. Donc d'une part, ici, vous avez vraiment d'abord les objectifs du cours d'introduction à la programmation. Donc c'était quand même important de les prendre en compte pour confronter finalement les séances de renforcement. Donc, ce qu'on souhaite par ce cours, c'est notamment, et ici je ne rentre pas évidemment au niveau technique lié à la découverte du langage, etc., c'est d'abord de se mettre dans la peau d'un programmeur en répondant à la demande d'un client. Ensuite, ce sera de développer un programme informatique qui va répondre à cette demande. En parallèle, d'apprendre un langage de programmation, ici c'est le langage Python, de développer le programme avec cette écriture au niveau du code, mais également de rédiger un rapport sur l'implémentation qui a été réalisée. Et donc là, c'est vraiment un rapport qui explique finalement tout le parcours de l'étudiant dans la réalisation de son projet. Et là, c'est vraiment une écriture en langue française. Parallèlement à ça, on a les séances de renforcement en lecture et rédaction qui sont vraiment basées sur ça, mais pas que. Je vous en reparlerai plus tard. Où là, on souhaite travailler la lecture active pour décortiquer l'énoncé de la demande du client qu'on propose de programmation, de travailler la production d'une synthèse des idées à développer, de rappeler ensuite quelques règles d'écriture et de s'y exercer et de travailler à la rédaction du rapport, tant dans sa forme que dans son contenu. Donc, vous voyez qu'on est sur des compétences qui se veulent transversales, mais reliées aussi
à cette situation authentique de développement du projet de programmation. Je vous ai mis à chaque fois les petites billes de couleurs, c'est-à-dire qu'ici, les violettes, on va les retrouver dans le travail de la lecture active pour développer finalement le programme, ce à quoi on va s'attendre et l'analyse de la demande. Tout ce qui est apprendre le langage et développer le programme, vous verrez qu'on va le retrouver un peu dans la partie rappeler quelques règles d'écriture et tout ce qui est finalement la rédaction du rapport dans travailler à la rédaction. Je vous propose de voir maintenant un petit peu plus en détail ce qui est proposé vraiment donc, en séance. Donc là, vous verrez que j'ai chaque fois repris tels quels les supports de cours, soit les supports de cours d'introduction à la programmation, donc tels que donnés par le professeur, et aussi les supports de cours vraiment repris par notre enseignant qui donne les séances de renforcement. Donc d'abord, pour ce qui est de se mettre dans la peau d'un programmeur en répondant à une demande de client, vous avez ici 2 exemples de projets qui sont donnés aux étudiants. Donc on pourrait s'attendre que la demande tienne sur quelques lignes. Non, ici la demande du client, on les met vraiment dans une situation authentique. C'est un projet en fait qui prend donc plusieurs pages. Donc ici on a le premier projet ici en haut qui est je lance ma start-up. Donc clairement les étudiants doivent décortiquer plusieurs pages. Et ici l'idée ce sera de se dire voilà, on est entrepreneur dans l'âme, on souhaite lancer notre propre start-up, vous trouvez un concept dont vous êtes très fier et il vous reste au final à concrétiser cette idée en écrivant le code. Donc ici, le développement du programme, ça va être purement informatique. Développer peut-être un programme pour un distributeur de boissons, un distributeur de petites confiseries, une borne pour acheter un ticket de transport, etc. Et on a aussi d'autres mini-projets parce qu'ils se basent vraiment sur des exemples concrets qui sont donnés donc chaque année. Ici, le deuxième, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus long aussi dans la consigne finalement et la demande du client, c'était de créer un jeu en fait, donc un jeu multijoueur. Donc ici, donc c'était destiné vraiment à des informaticiens. Donc sur base finalement de ce premier énoncé, on voit que l'analyse et le fait de décortiquer un texte va se révéler quand même importante afin de bien répondre. Donc ici, je vous ai mis vraiment en parallèle ce que l'on propose finalement dans les séances de renforcement. Donc pour travailler la lecture active, il va en fait commencer, donc notre collaborateur, par d'abord proposer un petit test, d'abord aux étudiants. Donc c'est un petit test en ligne, pour voir cibler déjà, est-ce que vous pratiquer déjà la lecture active ou pas du tout. Ensuite, une fois qu'ils auront défini un petit peu leurs habitudes et leurs réflexes, il va vraiment creuser qu'est-ce que c'est finalement la lecture active et il va vraiment l'appliquer dans le projet de programmation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pratiquer cette lecture active dans toutes ces pages d'énoncés auxquelles vous allez devoir répondre. Alors bien sûr, ici, moi, je vais passer quand même rapidement sur ça. Il faut bien vous dire que pour travailler cette lecture, il va aussi proposer d'autres textes et pas uniquement ceux-là. Donc, il y a vraiment beaucoup d'exemples aussi qui sont vraiment proposés. Donc, ici, je vous ai fait une petite capture d'écran voilà, du premier test, en fait, d'une des questions du test qu'il propose aux étudiants. Donc, c'est du style, voilà, lorsque je ne comprends pas une partie du texte, un mot, une idée, un paragraphe, je vais noter les questions que je me pose pour les traiter plus tard avec des ressources extérieures. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Et donc, ça permet déjà de prendre conscience aux étudiants, finalement, de leur pratique, au final, peut-être inconsciente. En fait, finalement, tous les jours, on est confronté à cette lecture et à cette compréhension. Et ensuite, il va vraiment travailler les stratégies. Et alors, il est hyper important de toujours rappeler pourquoi. Donc, l'idée, c'est vraiment que dès le départ, ils doivent prendre conscience de cette utilité de ces compétences transversales. Donc, c'est des stratégies de lecture à intégrer pour des textes, on va dire, divers, mais aussi pour leurs cours. C'est-à-dire, pour les cours, ça va aussi les obliger à travailler la matière, à mettre en évidence des incompréhensions et aussi à faciliter finalement la mémorisation, puisqu'on va travailler directement sur le texte et pas le lire de manière passive. Après ça, il commence vraiment à décortiquer les stratégies de lecture, ici donc lecture active. Donc toujours dans cette prise de conscience de l'utilité, il va d'abord regarder la lecture situante, qui est quelque chose qui est quand même fort pratiqué bien avant l'université, donc c'est vraiment décortiquer un petit peu le texte au niveau de sa forme, donc les titres, les sous-titres, les auteurs, etc. La lecture globale est presque ininterrompue. On va lire une première fois, on va repérer un peu le fil rouge. Et lui, il va vraiment axer ses séances, même s'il voit quand même la lecture structurante et globale, il va après donc axer vraiment les séances sur la lecture fine. Donc ça, c'est vraiment la compréhension
du vocabulaire, des choses qui sont implicites, etc. Et la lecture structurante. Et ici, il tient à mettre que c'est quelque chose de nouveau, parce que dans la lecture structurante, on va quand même un pas plus loin. En tout cas, quand on arrive à l'université, ce serait aussi pouvoir comprendre, pour faire aussi des liens entre les choses, des liens qui sont parfois implicites, qui sont peut-être plus explicites finalement quand on est en secondaire. Et donc, par rapport à cette lecture fine et à cette lecture structurante, pour montrer que c'est vraiment aussi utile, il va la lier aussi directement à ce projet. Donc, à ce projet, cet énoncé et ce projet de programmation. Donc, ce sera d'abord comprendre dans la lecture fine ce qu'on attend, regarder le contexte, les mots, le vocabulaire aussi lié à la programmation, décortiquer donc l'essentiel aussi, et alors mettre en évidence aussi déjà un petit peu le squelette, commencer à prendre des notes sur ce qui est utile, ce qui l'est moins, etc. Donc tout ce qui est aussi en vert, ici, comme je vous dis, je vous le présente de façon globale, ils retravaillent aussi chaque petit point avec ses étudiants. Ensuite, donc vraiment toujours au centre de cette situation, il y a cette prise de conscience de l'utilité, même en informatique. Et ça, je tiens quand même à le préciser parce que bien souvent, voilà, pour eux, l'informatique, ça va vraiment se limiter à des mathématiques et du code, alors que non, pas du tout. Donc ici, il reprend très clairement, pour la lecture situante, voilà ce que je trouve dans la demande de mon client que je peux retrouver dans ma vie vraiment de programmeur, de développeur, d'analyste, peu importe. L'informatique est toujours basée sur une demande d'un client. Donc là, il décortique un petit peu les paragraphes. Et dans la lecture globale, finalement, je dois d'abord comprendre vraiment le projet. Et c'est vraiment de se dire, voilà, les mettre en situation. Voilà, vous venez de lire le projet. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous avez lu cet énoncé de 5-6 pages, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Comment est-ce que je vais m'y prendre? C'est tout ça qu'il faut donc décortiquer du texte. Il reprend aussi clairement les objectifs de ce cours. Et finalement, les objectifs pour un programmeur, ici très simplement, donc du coup, c'est de résoudre un problème à l'aide d'un algorithme et de les traduire vraiment en langage de programmation. Donc pour ça, il faut déjà soi-même avoir intégré cette démarche, pouvoir déjà l'expliquer, la décrire, même d'abord en passant vraiment par le langage vraiment naturel et la langue française, et faire preuve aussi vraiment d'une compréhension aussi des concepts, de pouvoir expliquer aussi tout ça avec ses propres mots. Quand on essaye vraiment d'avoir cette prise de conscience par rapport à un cursus aussi simplement universitaire, de comprendre les concepts, faire des liens et utiliser finalement avec ses propres mots, réexpliquer avec ses propres mots. Après ces deux stratégies de lecture-là, il passe vraiment à la lecture fine. Et là, on rentre aussi dans cette importance que, bien sûr, c'est les notions de programmation ici qui vont être visées, mais qu'au final, un programme informatique, ça va être une suite d'instructions, il le reprend ici très clairement, qui vont décrire de façon claire et non ambiguë à un ordinateur comment faire une tâche. Pour pouvoir donner des ordres, entre guillemets, à un ordinateur, il faut que le langage soit spécifique, il s'agit de le langage de programmation. On va utiliser des différentes instructions et ensuite on va programmer, c'est-à-dire écrire le programme. Donc du coup, on passe aussi par un langage, certes c'est un langage formel qui va être exécutable par l'ordinateur, mais pour ça, on doit pouvoir d'abord avoir, entre guillemets, nos idées claires pour pouvoir aussi retransmettre, réécrire finalement ce programme. Et alors, il faut aussi toujours cette petite analogie que voilà, c'est un petit peu comme en langue française, on a la syntaxe, le vocabulaire, la sémantique, etc. Et que si on n'arrive pas à écrire en détail et de façon claire quelque chose, on ne pourra pas non plus le faire avec le projet, ici donc la programmation. Il y a des erreurs aussi qui peuvent se faire parce qu'un programmeur, s'il fait une faute simplement d'orthographe dans le mot anglais, ici bien souvent, même français, ça peut être mal orthographié, mais qui n'existe pas, l'ordinateur va bloquer, ne va pas comprendre non plus. Des erreurs aussi d'exécution, de syntaxe, etc. On reprend ici vraiment toujours l'importance aussi liée à ce métier et cette pratique. Ensuite, on arrive à tout ce qui est la lecture structurante. Alors, par lecture structurante, ici, c'est un petit peu comme je vous ai expliqué juste avant par rapport à la lecture fine. Moi, ici, j'axe directement sur le volet de projet de programmation. Bien avant ça, il fait de la lecture fine, du compréhension de vocabulaire, etc. Aussi sur d'autres textes, parfois issus d'autres cours, pour montrer finalement cette importance. Pareil pour la lecture structurante. Donc, l'idée ici, ce sera de leur dire qu'il faut
transformer, qu'il faut articuler, structurer, synthétiser pour vraiment comprendre et rendre aussi une information que l'on souhaite faire passer. Donc, ils travaillent aussi sur une synthèse bien avant ça, mais ils leur montrent vraiment l'importance pour le métier, finalement, d'informaticien, notamment de programmeur, de cette synthèse et de cette articulation d'idées. Puisqu'ici, il reprend clairement un logigramme qui est finalement, entre guillemets, un petit peu l'issue, le but finalement du projet de programmation. Ici, il reprend le programme par rapport au projet de la création d'un jeu qui mettait en jeu différents vaisseaux en fait, qui devaient récupérer du minerai. Et donc, clairement, donc, est-ce que la partie est finie? Oui, non. Si elle n'est pas finie, alors j'achète un vaisseau. Une fois que j'ai le vaisseau, est-ce que j'ai des opérations qui font que le vaisseau est verrouillé, ne peut pas bouger, ou au contraire, il est déverrouillé? S'il est déverrouillé, alors il peut se déplacer, il peut aller combattre, il peut récolter du minerai. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est la boucle, là, finalement. Est-ce que la partie est finie? Oui, non. Oui, alors là, c'est la fin du jeu. Mais avant ça, il y a tout un schéma, toute une synthèse à pouvoir faire avant d'arriver à ce logigramme, à la partie vraiment technique informatique. Tout comme la question ici, par exemple, ici j'avais pris des joueurs du jeu de plateau, mais ce n'est pas simplement dire on va créer finalement un joueur. Donc, joueur ici, on va aussi avoir ces notions de variables qui vont revenir, mais finalement, c'est créer un personnage, un seul. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire une action à ce personnage? Est-ce qu'il va être vivant ou non? Le maître du jeu, est-ce qu'il peut faire apparaître une créature à la fois ou plusieurs? Donc, c'est toutes ces réflexions qui sont derrière et qui doivent passer d'abord via par cette compréhension et cette création aussi d'idées, de liens et de suffisamment de détails pour pouvoir aussi faire comprendre, entre guillemets, à l'ordinateur. Et donc, après, il rentrait ici vraiment plutôt dans des aspects un petit peu plus techniques avec les points qu'ils vont recevoir, etc., puisque vous voyez que c'est quand même assez complexe. Et donc, c'est chaque fois le niveau de détail jusqu'où on peut vraiment aller. Donc, ici, c'est vraiment donc, pour toute cette partie donc, qui concernait finalement la lecture, on voit qu'en partant de cet énoncé, simplement, en se mettant dans la peau du programmeur qui veut répondre à cette demande, en commençant à développer aussi le programme, puisque du coup, on commence à développer le programme, on travaille finalement la production, de la synthèse des idées qu'on va devoir développer dans ce programme. Bien sûr, en parallèle, au niveau technique, ils apprennent le langage de programmation et ils vont commencer à développer leur programme, à écrire le code, comme je vous ai montré tout à l'heure le logigramme, mais avec quand même toutes ces idées et cette structure d'idées qu'ils ont dû vraiment donc, préparer vraiment au préalable. Et tout ça donc, en passant toujours par le renforcement de cette lecture vraiment active et décortiquer ce premier énoncé. Ensuite, il y a toute la partie qui concerne le rapport. Donc ici, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend aussi les rapports donc, des autres années. Donc le cours d'introduction à la programmation, il demande un rapport classique. Hein, c'est pas, ici, il demande vraiment d'avoir un rapport avec des titres, des sous-titres, des images, etc. Et donc, il va vraiment partir de rapports d'autres années et aussi il va interroger les professeurs. Donc, du coup, dans les séances de renforcement, il va d'abord aussi rappeler quelques règles d'écriture et s'y exercer. Donc, règles d'écriture qui vont utiliser finalement aussi dans tout un panel finalement de cours. Et pareil pour le travail de la rédaction. Ici, on se base sur la rédaction d'un rapport, mais ce sera aussi s'exercer au travail d'un rapport tant dans sa forme que dans son contenu. Donc là, pareil, il essaye vraiment aussi de montrer l'utilité dans le sens où on est encore en bloc 1. Ils arrivent, ils sont encore dans cette réalité finalement d'étudiants. Ils veulent aussi réussir. Donc bien souvent, le fait de montrer déjà que voilà, les remarques, finalement les critiques habituelles, comme il dit de certains professeurs par rapport à ces rapports, ils les présentent aux étudiants pour déjà décortiquer ce qui généralement pose problème. Il questionne aussi les étudiants sur finalement pourquoi est-ce qu'on me demande de faire un rapport, à quoi ça sert un rapport, quels sont les objectifs finalement de ce type de document. Et vient ensuite toutes ces règles d'écriture, donc c'est-à-dire comment rédiger un rapport. Donc là, il va voir en détail la structure du rapport, les règles d'écriture. Il va faire aussi des exercices, toujours, exercices pratiques sur la structure. Il va aussi faire des corrections, des critiques d'autres rapports, etc. Et ici, je vous ai repris
en fait, vraiment, encore une fois, des extraits vraiment de ces séances. C'est-à-dire que dans le rapport, voilà, on va leur demander de décrire finalement l'algorithme qu'ils ont créé pour leur programme. Ça ne va pas juste être présenter l'algorithme, parce qu'à côté du rapport, ils ont aussi le notebook, le fichier un peu plus technique où ils notent vraiment leur code. Ici, ça veut dire quoi? Quand vous allez expliquer ce qu'est un algorithme, il faudra quoi? Décrire les étapes, décrire les choix qui ont mené à cet algorithme, décrire le comportement aussi global. Et toutes les explications, elles vont contenir des exemples, des schémas, des justifications, des commentaires aussi sur l'efficacité du programme, de son importance. Donc, c'est aussi des choses qui travaillent avec les étudiants. Il prend aussi l'exemple de finalement la réalisation. Comment est-ce qu'on va présenter dans un rapport en langue française la réalisation de ce projet très technique? C'est présenter d'abord tout ce qui est l'architecture du programme, les spécifications du programme, le rôle aussi qu'on a attribué aux variables. Donc, je vous montrais tout à l'heure avec l'exemple des personnages et des choix des joueurs, etc. Et les explications aussi de certaines parties importantes. Et il leur présente également, toujours pour que ça donne vraiment un sens et une utilité, des exemples en fait, de structures de mini-projets des autres années, donc avec des cas, des énoncés différents, pour leur montrer, voilà, donc il y a vraiment aussi cette structure, l'introduction, la division du projet, les choix qu'on a posés, le fonctionnement général, et pareil pour ici le même sujet, des choix aussi différents, puisqu'ici on a une introduction, on a l'explication des choix, la structure des données, le choix pour la manette, pour la console, etc. Donc ils essayent en tout cas toujours de rattacher ces séances à vraiment quelque chose vraiment de concret par rapport à ce projet de programmation. Alors, au final, on voit qu'avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec au départ cette situation vraiment authentique, on arrive à travailler cette lecture, cette production de synthèse, les règles d'écriture et la rédaction en tant que telle. Et on essaye vraiment de raccrocher finalement ces quatre puces-là à ces objectifs vraiment du cours de programmation pour qu'ils en voient l'utilité et qu'ils prennent aussi conscience que oui, mon premier gros cours dans mon cursus en informatique, c'est de développer cette première compétence qui est de programmer. Et pour cela, même si ici j'ai un côté très finalement pratique, puisque je suis dans la peau du programmeur, je réponds à un client, je développe un programme, j'apprends un langage, je développe, j'écris, je rédige avec du code, mais je rédige aussi et avant tout en langue française sur base d'une analyse finalement de textes divers, en langue française également. Alors, au final, est-ce que ces séances, elles marchent? Donc là, ça fait maintenant 4 ans qu'on a mis en place ces séances, dont une année qui a été marquée voilà, par le Covid, donc elles ont été faites à distance. Ce qu'on peut constater, en tout cas sur ces, je vais dire 3 années, parce que je ne vais pas prendre en compte celle qu'on avait mise à distance, il y a quand même peu d'étudiants qui participent à ces séances. C'est-à-dire que si on a, on va dire, 75 étudiants inscrits au cours de programmation, on aura quand même des petites séances où on aura les maximum 15 étudiants qui vont vraiment y participer et on va dire aussi de manière régulière parce qu'il y en a certains qui viennent à certaines séances et d'autres pas, mais on a vraiment un petit groupe d'étudiants. Ici, je vous ai quand même repris les points en fait que les étudiants obtiennent à leur projet de programmation uniquement. Donc, ce n'est pas uniquement au cours, c'est vraiment au projet de programmation. Alors, bien sûr, j'ai juste regardé ceux qui étaient présents en continu pour toutes les séances, la note qu'ils ont obtenue à leur projet. Ici, on voit qu'en tout cas, dans ceux qui participent, ils ont une note entre 13 et 18 sur 20. Ça ne veut rien dire, je sais bien, c'est vraiment à titre illustratif. Peut-être que ces étudiants-là auraient très bien réussi sans venir aux séances, comme il y en a qui ne viennent peut-être pas aux séances et qui réussissent aussi très bien. C'est juste ici pour faire le constat. Et on voit aussi que ceux qui participent apprécient quand même assez bien ce dispositif. On leur a fait passer aussi un questionnaire et on voit qu'au niveau des retours, ce qu'ils apprécient, c'est vraiment, donc ici on avait bien entendu des questions fermées avec quelle séance est la plus utile, pourquoi est-ce que ça a été utile, etc. Mais dans les commentaires libres, je vous ai repris ici quelques idées, donc c'est qu'il y a un bon suivi individuel, une compréhension des difficultés de chacun, que les séances m'ont aidé pour tous mes cours au final, que c'est surtout pour les projets de programmation et je voulais réussir mon année et j'ai mieux compris ce qu'on attendait de moi. Et donc ici, c'est vrai que ce qui est important quand on voit suivi individuel, c'est que
on fonctionne vraiment dans un format aide à la réussite. Donc, en fait, c'est vraiment aussi du suivi au cas par cas, compréhension des difficultés de chacun. C'est bien plus simple de faire ça quand on a une dizaine d'étudiants devant nous, quand on se retrouve avec 50, 60 étudiants. Et finalement, quelques points d'attention ici qu'on retient aussi par rapport à ce dispositif, c'est que ici, je vous ai vraiment ancré sur le projet de programmation, qui est vraiment cette situation, on va dire, la plus importante au cœur des séances, c'est vraiment cette situation authentique liée à la pratique de l'étudiant, futur informaticien, mais elles sont aussi reliées à d'autres cours, c'est-à-dire qu'avec, par exemple, le cours d'économie, on a aussi une séance sur plutôt la méthodologie. Comment est-ce qu'on va créer un outil pour prendre note et étudier un syllabus, puisque le cours d'économie est très théorique avec un assez gros syllabus. On lui propose une séance là-dessus. Un autre cours qu'ils ont, c'est fonctions et concepts des ordinateurs. Là, on se base sur l'audio. En fait, c'est pas une vidéo, c'est vraiment juste un fichier audio où l'enseignant donne son cours et on essaie vraiment de travailler la prise de notes sur l'enregistrement de ce cours-là avec des conseils, des petits exercices. Et on a aussi une partie qui est vraiment la lecture des consignes d'examen. Donc là, on essaye d'avoir des consignes d'examen d'autres années et on essaye de vraiment mettre avec eux en place une méthodologie pour vraiment décortiquer ces questions d'examen qui peuvent parfois relever d'énoncés, comme vous l'avez vu dans le projet de programmation, peut-être pas si grand, mais parfois on a des énoncés qui prennent une demi-page, si pas une page, et comment y répondre. Donc, vous voyez qu'elles sont chaque fois, les séances sont à chaque fois reliées au sens et à l'utilité, donc vraiment le sens par rapport à la pratique de l'étudiant, mais aussi au sens par rapport à cet étudiant qui est en premier bloc et qui doit aussi réussir son année avec cette méthodologie du travail universitaire qui est aussi à prendre en compte. Le fait que ce soit vraiment un professeur spécifique, ça c'est aussi important. Ce n'est pas un professeur qui va retrouver vraiment à l'université. Donc, il y a aussi cette relation de confiance qui va s'installer. Et ce professeur va aussi donc collaborer évidemment avec l'équipe pour toujours rester en accord avec ce qui est proposé. Et on a ces séances aussi au format aide à la réussite. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un petit groupe classe, dans un petit séminaire. On n'est pas dans un amphi avec 50 étudiants. Et c'est ça aussi qui est appréciable, c'est-à-dire du coup, il peut vraiment fonctionner avec un suivi individuel, des questions-réponses, des petits devoirs qu'il va donner à certains pour aller plus loin, des lectures de textes supplémentaires, etc. Et donc, c'est vraiment aussi important, du coup, de conserver finalement ce nombre, on va dire, assez restreint d'étudiants. Ça ne nous intéresse pas dans ce genre de séance d'avoir non plus tous les étudiants qui participent, parce qu'alors ça perdrait finalement aussi sa fonction d'aide à la réussite et de suivi individuel. Donc, je n'ai aucune idée d'où je suis dans le temps, mais je tenais quand même aussi ici à remercier du coup Alexandre Libioul, puisque c'est lui qui accompagne nos étudiants durant ces séances et qui nous permet finalement de mettre en place toutes ces séances pour les accompagner. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Fanny. Tu parlais du temps, tu as été un peu plus longue que prévu. C'est vrai, désolée, parce que je ne voyais rien du tout. Je n'ai pas voulu te couper, je savais qu'il y avait les deux parties, mais désolée. Voilà. Du coup, on peut peut-être prendre, s'il y a une question là tout de suite, et après laisser la possibilité à Eric de faire sa présentation dans les temps, quitte à revenir sur des questions au-delà de 14 heures pour ceux qui auraient plus de questions pour toi, Fanny. Donc, Anne-Sophie, je ne sais pas, tu as vu des questions dans le chat? Non, sur le chat, rien du tout. Donc, si quelqu'un souhaite poser une question, qu'il se manifeste tout de suite. Mais Fanny, c'était très clair, hein, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas de questions qui viennent immédiatement. Bon. Il y a une main levée, oui. Oui, Xavier Massard. Xavier, tu as une question? On n'entend pas, le micro est coupé. Là, voilà. Oui. Ah, voilà, non. Juste, bon, ouais, juste une petite question. Je suis arrivé en cours de route, donc j'ai peut-être loupé certaines infos, je n'ai pas tout suivi. Mais je me posais la question au niveau du suivi par rapport à la réussite des étudiants. Est-ce que vous êtes déjà en mesure d'évaluer
l'impact du dispositif sur la réussite en fin d'année, ou bien c'est trop tôt? Alors, pour le moment, on n'a pas encore fait. Donc là, maintenant, c'est vrai que je regarde juste les points au projet vraiment de programmation. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait. Maintenant, comme on a peu d'étudiants aussi qui participent à ces séances, je pense qu'on pourra le faire, on va dire, peut-être d'ici peut-être 2 ans, histoire d'avoir quand même un petit panel assez important. Mais c'est à envisager, en tout cas. Mais là, à l'heure actuelle, on n'a pas fait ça. Voilà, c'est tout. Merci, Fanny. Merci. Merci. Bon, mais je vous propose alors qu'on laisse la parole à Eric. Encore un grand merci, Fanny, pour ce partage. Et Eric, je te laisse la parole. Bonjour à tous, moi c'est Eric, je suis le nouveau conseiller pédagogique de la Haute École de la province de Namur. Et ici, Nathalie m'a parlé de la mise en pratique par rapport aux prérequis. Je vais vous présenter un dispositif que j'ai mis en place ou que j'ai travaillé en tant qu'enseignant. D'accord, on était en début 2020. C'est quelque chose qui n'a pas été aussi réfléchi autant. C'est plutôt, on a été confronté, on s'est posé des questions par rapport à des problématiques qu'il y avait chez les étudiants et on a mis en place quelque chose qui n'a pas continué cette année. Voilà, c'est quelque chose parce que je ne donnais plus le cours. Donc ici, l'idée, c'est intervention de soins infirmiers et médication. En fait, c'est un cours dans lequel on demande aux étudiants, notamment, de savoir administrer des médicaments au bloc 1 en première année. Ça se donne au Q2. Et donc, l'idée, c'est qu'ils doivent normalement savoir administrer des médicaments. Et quand on administre des médicaments, il y a tous des éléments de calcul à maîtriser quand on veut faire des dosages de médicaments, un quart de comprimé de 1 mg, il faut connaître ses ABAC, X milligrammes dans X millilitres, on doit administrer un nombre de gouttes, des systèmes de pourcentage. Et tous ces éléments-là, en fait, avant, ici, c'est un tout nouveau cours que je donnais chez les infirmières responsables en soins généraux. Et les années qui précèdent, j'ai toujours donné un cours du bloc 2 où ils étaient déjà plus avancés là-dedans puisqu'on administrait tout ce qui était perfusion. Mais ici, on m'a demandé de donner un petit coup de pouce dans ce cours-là. C'est des cours qui sont donnés en sous-groupe, mais je suis le petit nouveau dans le dispositif d'apprentissage. J'arrive et mes collègues ont l'habitude, ils ont leur représentation par rapport à ce qui doit être fait, pas fait. Et pour tous les éléments liés à l'aspect calcul, on a 4 heures de présentiel, ce qui est quand même relativement court. Donc, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect pratique et théorique de la manipulation. Pour ça, je suis infirmier. Donc, c'est des éléments avec lesquels je suis à l'aise pour essayer d'aider les apprenants. Par contre, il y a tout l'aspect calcul, notamment avec tous les prérequis en termes d'ABAC, de volume, de masse, fraction, simplification, règle de 3. Tous ces éléments-là sont les calculs mentaux, les pourcentages, des éléments avec lesquels on a remarqué dans les années précédentes avec mes collègues qu'il y avait en général la moitié des étudiants qui n'avaient pas de problème avec ces éléments-là. Il y avait une moitié d'étudiants qui avaient des soucis, mais quand on les aidait, ils arrivaient à se dépatouiller. Mais on a quand même un quart des étudiants qui avaient vraiment des gros problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce type d'éléments, ce type de calcul de médicaments, si un jour vous mettez dans la posture d'un patient, je suppose que vous aimeriez que l'infirmier soit totalement sûr de sa capacité de calcul et que s'il vous donne un dosage de médicaments, vous voulez pouvoir lui faire confiance, surtout quand il vous administre des liquides et des gouttes et des machins. Donc pour nous, c'est un aspect important dans ce dispositif d'apprentissage-là, c'est que c'est un co-requis, un élément qui est indispensable à l'évaluation, à la maîtrise de ce dispositif. On doit savoir maîtriser les calculs. Les étudiants qui ne savent pas maîtriser les calculs ne réussissent pas l'unité d'enseignement. Donc c'est quand même un gros bazar. Les contraintes, fatalement, c'est le temps, les différents niveaux d'exigence des collègues, parce que les collègues ont leurs exigences par rapport au calcul. Il y en a qui estiment qu'il faut tout savoir faire en faisant les calculs à la main, sans calculatrice, sans rien. Il y en a d'autres qui trouvent que. Voilà. Le type d'évaluation qui est prévu, moi je suis arrivé, l'évaluation était déjà pour mes collègues, ils avaient leur évaluation déjà bien en tête, le type de calcul qu'ils voulaient demander. L'aspect sécuritaire dont je vous ai parlé. Et donc, s'ils ne maîtrisent pas les calculs, impossible de valider l'UE. Donc, l'histoire de la calculatrice, c'est quelque chose, moi, je suis pour l'utilisation de la calculatrice, mais mes collègues sont contre l'utilisation de la calculatrice. Donc, il y avait, ça pourrait être un débat pour tous les gens qui donnent, qui donnent des cours où il y a du calcul qui doit être fait.
Moi, je préfère qu'une étudiante utilise une calculatrice et soit sûre de son résultat plutôt qu'elle le fasse à la main. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Je trouve qu'il y a des ordinateurs, des smartphones ou des calculatrices partout. Mais bon, chacun son point de vue. Le point de vue de mes collègues, c'est qu'elles doivent savoir de tête, quand même savoir si les réponses sont plus bonnes ou pas. Donc, le souci qu'on a eu les autres années et que mes collègues ont répertorié, c'est que il y a des étudiants qui des fois se retrouvent bloqués dans les calculs. Et nous, en tant qu'infirmiers, on n'est pas équipés, on n'est pas outillés. Donc, on a notre vision de la technique, on a notre vision des calculs, mais à un moment donné, on n'arrive plus à débloquer les apprenants. Et c'est pour ça que l'école nous a proposé l'aide de Madame David, qui est professeure au centre de formation continuée en sciences des mathématiques. C'est une dame qui avait déjà travaillé plus tôt avec nous et qui a vraiment de grandes facultés, de grandes compétences pour ce qui est de décortiquer les différents prérequis, notamment en termes de calcul, et qui arrive à débloquer les étudiants à ce niveau-là. Donc, j'ai fait appel à elle pour essayer de cerner le contexte. On a travaillé avec nos collègues, cerner les populations hétérogènes, plein de populations différentes. Il y a des gens qui sont du technique, qui viennent du professionnel, il y a des gens qui viennent du général. Alors, elle a analysé bien entendu les objectifs de l'activité d'apprentissage, les méthodes qui sont employées par les enseignants, les évaluations, donc comment on va évaluer les apprenants pour pouvoir les accompagner. Et elle a synthétisé toutes ces problématiques-là. Et on a réfléchi à un dispositif qui était un dispositif hybride. Je sais que c'est parfois considéré comme un gros mot, mais ici, on l'a fait, on a essayé de réfléchir avec… On savait qu'on avait 2 fois 2 heures en présentiel et l'idée, c'est de donner 2 heures en présentiel. Je vais un peu vous expliquer comment c'est organisé, mais qui était entrecoupé par des parcours à distance sur notre plateforme d'apprentissage. Donc, on va voir un peu ce que c'est. Il y a 3 parcours, 2 pour tous les étudiants et un parcours qui sera spécifique pour les étudiants qui ressentent des difficultés dans les calculs. Et bien entendu, des feedbacks et la possibilité d'être présentiel supplémentaire. Donc, je ne vais pas aller en détail. Le cours présentiel 1, ce qui était vraiment important, ce qu'on a vraiment réfléchi, c'est de partir d'un cas concret, authentique, et de faire manipuler les différents médicaments, les comprimés, les ampoules, les gouttes. Et j'ai mis les étudiants par groupe de 2. Je leur ai donné à chacun des traitements, du Xanax, des gouttes à administrer et autres. Et je leur ai demandé de faire un calcul de dosage en le manipulant et de me préparer les médicaments à 2. Et l'idée, c'était qu'ils présentent à la classe, par groupe de 2, qu'ils présentent et qu'ils soient sûrs de ce qu'ils veulent dire. Voilà, X gouttes ou les comprimés, comment ils les administraient. Ça, c'était le premier cours en présentiel. Après la contextualisation, on a un peu décortiqué, les calculs et autres. Et donc, on a travaillé quelques calculs à ce niveau-là. C'est là que vient le premier parcours d'apprentissage sur notre plateforme, où on a demandé à tous les apprenants de suivre ce parcours avec des explications vidéo du parcours, des ressources liées au parcours avec des vidéos sur le produit en croix et des éléments comme ça, et des exercisations, c'est-à-dire des calculs qui sont semblables et qui vont de manière progressive au niveau de la difficulté et qui sont à terme, les derniers calculs sont semblables à ceux que les étudiants vont avoir à l'évaluation. Et donc, ils peuvent le recommencer tant qu'ils veulent. Les questions sont chaque fois différentes et ils peuvent s'exerciser, travailler. J'avais mis en place un forum. Ici, on a eu 137 personnes qui ont joué le jeu au total. Un forum pour, au lieu d'avoir chaque fois des mails, je demandais aux apprenants de revenir vers moi directement par le forum. Comme ça, je pouvais répondre de manière collégiale. Le cours de présentiel 2, il y avait d'abord une vérification en amont de la participation des étudiants et j'essayais je suis retourné vers les étudiants qui n'avaient pas participé au parcours parce qu'ils n'avaient pas joué le jeu. Je suis venu sur la représentation à l'aide d'un outil de Booklab sur la représentation des apprenants par rapport à ce qu'ils ont eu. On a remanipulé le matériel, je mets méthode MacGyver parce que j'ai dû coller des fausses étiquettes et machin. Enfin, j'ai fait comme je pouvais pour que ce soit encore contextualisé. Et donc, on a terminé avec un échange sur les difficultés et les besoins des apprenants. Et c'est là qu'il y a les 2 autres parcours qui sont possibles. Il y a le parcours 2 qui est semblable à celui que je viens de présenter, qui est disponible à tout le monde. C'est l'exercitation, c'est s'entraîner avec le forum s'ils veulent. Et un parcours spécifique d'aide à la réussite. Et pour ça, Madame David m'a aidé à le construire. Donc, dans ce parcours d'aide à la réussite, qu'est-ce qu'on a? On a par série d'exercices
que les étudiants ont dû faire, avaient dû faire dans le parcours précédent. Mais Madame David, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a, il y a des vidéos et des photos qui permettent de décortiquer les calculs pour que les étudiants puissent le faire chacun à leur rythme. Chez eux, avec encore cette exercitation qui se met derrière pour essayer qu'ils puissent faire des allers-retours depuis les vidéos et les ressources qu'on leur met et les exercices pour les entraîner. Toujours le forum pour les questions. Donc, il y avait le cours en présentiel qui suivait, n'était plus normalement dédié au calcul. Et c'est pour ça qu'on a quand même pris la peine d'essayer de vérifier si les étudiants éprouvaient des difficultés. Et donc, le bilan se faisait soit via le forum, soit directement en classe. Et ce qu'on a proposé, alors à ce moment-là, que Madame a proposé, c'est d'inscrire les étudiants qui ne s'en sortaient toujours pas, qui avaient le sentiment qu'ils ne s'en sortiraient toujours pas, qui avaient toujours besoin d'un soutien. Madame David a prévu un soutien individualisé ou par groupe, mais en tout cas en présentiel, en classe, où les étudiants pouvaient travailler les représentations et les différentes méthodes d'apprentissage par rapport à ça. Donc, en gros, on avait à peu près 80 apprenants. Moi, j'ai travaillé fort en sous-groupe, donc j'avais environ 18 étudiants. Sur les 18 étudiants, enfin, on a mis les parcours pour tout le monde. On en a eu une quarantaine qui n'ont pas suivi le parcours spécifique pour l'aide à la réussite. On en a 40 qui ont suivi le parcours d'aide à la réussite. Et hors de ces 40 qui ont suivi le parcours d'aide à la réussite, on en a eu 8 qui se sont inscrits aux ateliers avec Madame David. Donc, ben voilà, comme toujours, c'est un sentiment que j'ai eu dans les formations qu'on a eues ici, dans toutes les aides à la réussite, par rapport aux prérequis et autres. On avait souvent le sentiment qu'il y avait quand même, il y avait peu finalement, comme on vient de voir chez Fanny, il y a quand même finalement pas énormément d'étudiants qui profitent de cette main tendue. Ben voilà, c'est un sentiment que j'ai eu. J'étais trouvé, parce que l'examen, l'évaluation, on a quand même eu en première 16, genre 60-70% d'échecs dans ces calculs. Après, il faut revoir tout le dispositif, il faut réfléchir. Enfin, je ne dis pas qu'il faut le revoir, mais je veux dire, il faut revoir un peu les différents éléments et autres, et si l'évaluation était représentative de ce qui avait été travaillé en classe. Mais voilà, c'était le recul. Ceci dit, les étudiants étaient satisfaits du système asynchrone. On est plus, et surtout d'avoir la possibilité de faire un peu comme ils voulaient, d'avoir ces différentes possibilités de le faire chez eux à leur rythme ou de pouvoir être aidés directement. Ça m'a également nourri parce que moi, j'ai vu un peu les différentes méthodes que cette dame employait pour essayer de débloquer les étudiants. Ça m'a évité aussi de permettre des étudiants de les garder, de les accrocher. Hein. Ceux qui ont été jusqu'au bout, parce qu'on peut perdre des étudiants à ce niveau-là. Une fois qu'on arrive avec des gens qui switchent, et surtout que c'est des éléments tellement prioritaires qu'on essaie de bien expliquer aux apprenants que s'ils ne maîtrisent pas ces outils de calcul et ces calculs, ils ne réussiront jamais leur cursus d'infirmier, jamais. Donc, ça fait peut-être des fois peur aux apprenants. Et je trouve mettre en place des éléments qui les soutiennent à ce niveau-là, je trouve ça quand même assez sympa. Parce que si le seul problème qu'a l'étudiant au niveau de ses capacités, c'est juste ses problèmes de calcul, ben, je trouve que c'est dommage de ne pas mettre tout en place pour essayer de les débloquer. Et puis moi, ça me permet aussi de gagner du temps pour la mise en pratique. Le fait que je fasse des parcours asynchrones, qu'on fasse travailler les calculs, qu'on fasse travailler de manière asynchrone, en classe, j'ai pu pratiquer les choses. Et ça, c'est quelque chose qui était quand même important à mon sens. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui a été mis, qui n'a pas été, ça a été, je ne veux pas dire improvisé, mais ça a été fait de manière, voilà, on a réfléchi à des problématiques, on l'a mis en place sans beaucoup, on n'a pas réfléchi des heures. On était un peu dans le rush. Moi, j'ai commencé le cours en janvier. Voilà, j'ai pris le cours un peu en cours et je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour renforcer? Et donc, je suis certain qu'il y a plein d'éléments à changer, mais pour moi, ça a été quand même, il y avait quelque chose qui était mis en place, c'était le plus important. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Alors oui, une initiative, comme tu dis, hein, mise en place comme ça à la va-vite, mais en même temps, je trouve que ça donne plein d'idées d'une manière de travailler ce prérequis, très complémentaire à Fanny. Et aussi, je trouve en vous entendant tous les deux qu'on a deux témoignages par rapport à des disciplines différentes, mais qui montrent l'importance de ces prérequis pour la vie professionnelle, pas seulement les études. Hein. Ici, tu dis, c'est pas possible d'être infirmier si on ne sait pas faire ces calculs-là. Donc, ce côté situation authentique se retrouve encore bien dans ta présentation. Mais voilà, comme proposait Eric, y a-t-il des questions?
J'avais une petite question par rapport aux étudiants infirmiers. Est-ce que vous sentez quand ils doivent faire leurs calculs directement en manipulant, qu'ils sont plus motivés que de faire des calculs sur papier comme ça? Est-ce que vous voyez une différence ou pas? Je l'ai exercé qu'une fois, mais je suis persuadé que c'est la solution. Je suis vraiment intimement persuadé que leur donner le problème, c'est le bloc. C'est-à-dire que si vous travaillez des éléments de contextualisation avec des étudiants de bloc 3 ou fin de bloc 2, ces étudiants en soins infirmiers, ils ont beaucoup de stages et donc ils ont déjà une représentation et ils comprennent le sens de ce qu'on fait. Par contre, quand on travaille avec des étudiants de bloc 1, ils ont été peu ou pas du tout en stage. Et donc, quand on leur parle de situations cliniques ou de situations authentiques, je ne suis pas certain qu'ils comprennent toujours et que ça a beaucoup de sens pour eux. Donc, plus on est précoce dans le cursus, plus pour moi, il faut les faire manipuler, faire ça sur un mannequin, essayer de vraiment de rendre les choses très pratico-pratiques. Qu'un étudiant de troisième en neuro, moi je donnais un cours de neuro en troisième, ils avaient tous déjà vu des patients déments, ils avaient déjà tous vu des patients qui avaient fait des AVC. Et donc, c'est une question de sens et de contexte. Mais pour moi, c'est quand même sympa qu'ils prennent le comprimé et qu'ils disent qu'est-ce que je fais avec ce comprimé? Il me faut 0,25 mg de comprimé d'un milligramme, qui voit qu'on le coupe en deux, on le recoupe en deux et que cet aspect goutte où il y a X gouttes par millilitre, ils doivent calculer. Voilà. Et ces éléments-là me semblent importants, même en termes de pourcentage. On leur dit qu'ils ont une petite flapule avec un produit dosé à X% et ils doivent nous donner un nombre de milligrammes. Et donc, ils sont obligés de pratiquer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution à tous les problèmes. Mais ce qu'il faut, c'est contextualiser vraiment et peut-être aller jusqu'au bout de l'erreur. C'est peut-être c'est quelque chose, c'est plutôt un peu anglo-saxon, de laisser les gens aller se planter parce que c'est un peu violent, hein, parce que si on dit dans les soins de santé, le problème, c'est que quand on laisse les étudiants aller jusqu'au bout d'une erreur, il faut vraiment un contexte de simulation bien réfléchi où il y a le droit à l'erreur. Mais quand on dit à un étudiant, tu vois, si tu avais donné ça à ton patient, ton patient il était peut-être mort. C'est assez violent. C'est la violence de ces éléments-là qui peuvent marquer un étudiant, mais qui peuvent aussi en heurter d'autres. Donc, c'est compliqué pour moi. Enfin, c'est pas compliqué, mais je veux dire, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Ok, merci. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé les deux, les deux interventions très enrichissantes et je crois transposables à pas mal de disciplines et de cursus. Et c'est aussi ce qu'on cherche dans ces partages, c'est de pouvoir aller rechercher les bonnes idées des uns et des autres pour les transposer dans ses propres pratiques. Donc, encore un grand merci, Fanny et Eric, pour ces partages.